La désinflation US va reprendre à partir du mois de février et progressivement, la Réserve fédérale des États-Unis sera en mesure de reprendre ses baisses de taux. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Oui, chers amis, la désinflation américaine va reprendre. Alors oui, je sais, depuis fin décembre, lorsque la Fed a mis à jour ses projections macroéconomiques, affichant un pessimisme relatif quant à la reprise de la désinflation, nous expliquant que cette année, l'inflation PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, en version nominale et en version sous-jacente, ne baisserait pas sous le seuil de 2,5%. Eh bien, elle a brisé, tordu le cou, pendu les anticipations du marché. Quant à une reprise de la baisse des taux de la Fed, alors cette semaine, la Réserve fédérale des États-Unis, ce 29 janvier, mercredi 29 janvier, dévoile sa première décision de politique monétaire de l'année. Il n'y aura pas de baisse de taux, naturellement, la probabilité c'est 0%. Cette semaine, vous avez aussi une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui, elle, pourrait continuer de baisser ses taux. Et puis, vous avez surtout, mercredi 31 janvier, l'inflation US PCE, l'indice d'inflation de la Fed. Oui, les amis, ne vous laissez pas prendre au piège du pessimisme de ce début d'année. Ceux qui vous disent que nous sommes partis pour une seconde vague d'inflation ne connaissent pas leur sujet, n'ont pas creusé le sujet. Et pourtant, il suffit de creuser un peu, pas si profondément que cela, pour arriver à la conclusion fondamentale que dès le mois de février, l'inflation US va reprendre la direction du sud. Oui, c'est ma conviction forte. Et dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vais vous le démontrer sur le plan fondamental. Alors, attention, disclaimer. Je dis bien que la désinflation US va reprendre à partir du mois de février. Les chiffres de février concernent l'inflation de janvier. L'inflation PCE, qui est publiée ce mercredi 31 janvier, concerne le mois de décembre 2024. Et je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que la surchauffe du taux d'inflation annuel aux États-Unis au dernier trimestre 2024 était largement due à un effet de base défavorable. Or, ce premier trimestre 2025, l'effet de base défavorable devient favorable. Mais il n'y a pas que ça. J'ai repris en détail tous mes indicateurs, ceux du marché, mais les meilleurs que j'ai sélectionnés, les meilleurs indicateurs avancés de l'inflation US. Et aussi, parfois, simplement un petit raisonnement mathématique, le fameux effet de base. Pour vous démontrer que dès les chiffres de février, qui concerneront donc l'inflation de janvier, et ensuite les chiffres de mars, qui concerneront l'inflation de février, la désinflation va reprendre et que très rapidement, le taux d'inflation américain va se retrouver sous ce fameux seuil des 2,5% que la Fed nous a dit en décembre dernier qu'elle ne voyait pas l'inflation rebasculer en dessous avant la fin d'année. Mais vous le savez, son excès de pessimisme était pour se mettre dans une situation confortable et pouvoir agir à la première bonne nouvelle. Donc oui, les amis, j'ai repris toutes les composantes de l'inflation. Il n'y a pas que, par exemple, prenons l'inflation nominale, l'urgence énergétique nationale qu'a décrété Donald Trump. Oui, forcément, ça va faire baisser le prix de l'énergie. Alors attention, la production américaine de pétrole est déjà sur son record, mais elle devrait encore augmenter. Bon, très bien. Ça, c'est l'inflation nominale. Mais c'est pas vraiment ça la clé. Oui, bien sûr que cela va permettre une reprise de la désinflation nominale sur les chiffres de février-mars. Encore une fois, cette semaine, n'attendez pas s'il y a une bonne surprise cette semaine, tant mieux. Et attention, le discours que je vous tiens là ne concerne pas cette semaine. Je vous prépare pour le trimestre. Je ne dis pas que cette semaine, il y aura une bonne surprise d'inflation. Tant mieux s'il y en a une. Mais il n'y a pas les éléments favorables que tous mes indicateurs me donnent. C'est vraiment à partir de février. Alors si là, on a un bon chiffre cette semaine, tant mieux. Mais voyez, donc bref. La Fed, cette semaine, elle ne va pas toucher à ses taux. Il y aura peut-être un discours de Jérôme Powell
Alors, ils ont les dernières datas, ils ont bien sûr que même mieux que moi. Vous savez, la Fed emploie 300 économistes, donc ils ont les indicateurs avancés. Donc ils voient très bien que ça reprend un peu la direction du Sud. Bon, mais on va voir si dans le discours il va en parler tout de suite, ou est-ce qu'il va préférer maintenir un discours plus restrictif pour pas que le marché s'emballe. Donc, dans cette nouvelle édition de Top Gun, on va faire tout ça. Je vous donne le plan, bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez, je n'oublierai pas l'analyse technique du S&P 500. Alors, première partie, inflation américaine, le diagnostic actuel. Je vous rappelle où en est le PCE et où en est le CPI, l'inflation PCE, l'inflation CPI, la cible de la Fed, et je vous rappelle aussi les différences. D'ailleurs, tiens, tenez, est-ce que vous connaissez la différence principale entre l'inflation CPI et l'inflation PCE? C'est pas uniquement le poids de chaque composante. L'inflation américaine CPI, elle est basée sur des enquêtes d'opinion. L'inflation US PCE, éditée par le département du commerce, elle est basée sur les états comptables des entreprises. Le CPI, c'est presque du fleurbon, j'exagère. Le PCE, c'est du concret. C'est pourquoi la Fed regarde le PCE. Et donc ce mercredi 31 janvier, vous avez la mise à jour du PCE. Mais ce n'est pas l'inflation de janvier, j'insiste. Le PCE de ce 31 janvier n'est pas l'inflation de janvier. C'est l'inflation de décembre. Et il va y avoir une surchauffe en nominal, mais c'est parce qu'on est encore sur l'effet de base défavorable du dernier trimestre 2024. Alors, si déjà cette semaine, on a une stabilité de l'inflation sous-jacente, PCE sous-jacent, corps PCE, tant mieux. Tant mieux. Deuxième partie, ce sera la plus intéressante de cette vidéo. J'espère que vous serez encore au moment de cette deuxième partie présent. Si jamais vous souhaitez y aller directement, j'ai comme d'habitude tout chapitré dans la barre de temps, ce qui vous permet directement d'aller à cette deuxième partie. Deuxième partie, oui, tous mes indicateurs avancés, quasiment tous, me disent que la désinflation américaine reprend à partir des chiffres de février. Troisième partie, l'analyse technique du taux obligataire américain à 2 ans me permet d'être optimiste pour la suite de l'année. Je n'ai pas dit pour aujourd'hui, ni pour cette semaine, je me projette sur 11 mois, d'accord? Et quatrième partie, comme chaque lundi dans le Top Gun, mise à jour de mon analyse technique et de mon suivi analyse technique multi-horizon de temps du contrat futur S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun, c'est parti. Parti les amis, inflation américaine, les chiffres de février seront favorables, alors soyez patients. Le programme, je vous l'ai donné dans l'introduction, donc cette semaine, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et de la Banque centrale européenne. La BCE va probablement baisser ses taux, la Fed non, clairement non. Et donc vous avez cette semaine la mise à jour de l'inflation PCE, publiée le vendredi 31 janvier. Et je vais le répéter 1000 fois dans cette vidéo, l'inflation PCE du vendredi 31 janvier concerne la période du mois de décembre qui ne bénéficie pas encore d'un effet de base favorable, donc ne vous attendez à rien d'exceptionnel. Tant mieux si par exemple l'inflation sous-jacente, core inflation, reste stable, ce sera déjà un bon point. Moi je me projette sur les chiffres de février, et là du bon arrive. Donc première partie, on fait un récap de la situation actuelle de l'inflation US et des objectifs de la Fed. Deuxième partie, je vous détaille, comme expliqué en introduction, pourquoi tous mes indicateurs avancés me permettent d'être optimiste quant à l'inflation américaine qui sera publiée en février et en mars. Le taux obligataire américain à 2 ans, je vous rappelle, qui est le meilleur baromètre pour anticiper, le meilleur baromètre de marché pour anticiper la tendance du taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, a une structure technique moyen-long terme de renversement baissier. Et enfin, comme chaque lundi dans le Top Gun, l'analyse technique multi-horizon de temps sur l'indice S&P 500. Inflation américaine, le diagnostic actuel et les objectifs de la Fed pour reprendre les baisses de taux. Alors, la Réserve fédérale des États-Unis dévoile cette semaine une décision de politique monétaire le 29 janvier. N'en attendez rien d'exceptionnel. Effectivement, lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool, que ce soit d'ailleurs en probabilité de marché ou en probabilité agrégée, donc les probabilités de marché
c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, et le marché n'envisage pas la reprise des baisses de taux avant la réunion du 18 juin, et vous voyez donc pour le 29 janvier, la probabilité d'une baisse de taux ce mercredi 29 janvier est de 0,5%. Lorsque vous passez en agrégé, c'est-à-dire c'est un tableau qui fait la synthèse des anticipations de politique monétaire du marché et celles des membres du FOMC, eh bien on se projette davantage sur la réunion du 7 mai. Et vous allez voir que moi je ne serais pas surpris qu'en fait la Fed reprenne les baisses de taux dès le 7 mai. Grâce à ces bons chiffres d'inflation que j'attends sur février-mars, nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Alors, en décembre dernier, la Fed a montré une intransigeance, en tout cas a fait preuve de pessimisme, nous en avons déjà parlé. Quant à une reprise de la désinflation en 2025, alors moi je pense qu'elle s'est mise en position confortable, car en nous disant que ni l'inflation nominale, ni l'inflation corps ne vont baisser sous 2,5% cette année, eh bien en réalité, la moindre bonne nouvelle lui permettrait de reprendre les baisses de taux. Effectivement, chers amis, je resitue quand même quelque chose d'important. Donc, la Fed, dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques publiées en décembre, nous dit en l'état, en 2025, l'inflation nominale PCE ne passe pas sous 2,5%, en 2025, l'inflation PCE sous-jacente ne passe pas sous 2,5%, et elle nous dit que le taux de chômage ne dépasse pas 4,3%. Mais il faut savoir que l'inflation PCE nominale est actuellement à 2,4% et l'inflation corps est à 2,8%. Alors, attention, ce vendredi 31 janvier, vous avez la mise à jour de l'inflation PCE, vendredi 31 janvier, mais ça ne concerne pas la période du mois de janvier. Ça concerne la période du mois de décembre, et comme il n'y a pas l'effet de base favorable, effectivement, eh bien, ce vendredi 31 janvier, l'inflation nominale devrait monter à 2,6, et par contre, le consensus est à une stabilité de l'inflation corps à 2,8. Mais donc, si vous voulez, en nous disant en décembre dernier que l'inflation ne passera pas sous 2,5, il suffit en fait d'un ou deux mois où on reprend la direction du sud et où on rebascule sous 2,5 pour réengager les baisses de taux d'intérêt. De la même façon, il suffit d'un taux de chômage qui retend vers 4,3% de la population active. Le taux de chômage actuellement aux États-Unis est à 4,1% de la population active pour que la Fed reprenne ses baisses de taux. Donc attention, l'indice d'inflation PCE, l'inflation PCE, c'est l'indice favori de la Fed. Il est mis à jour ce mercredi 31 janvier. Je me répète, ça ne concerne pas le mois de janvier, ça concerne le mois de décembre. Et au mois de décembre, l'effet de base est encore défavorable. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effet de base défavorable ? Vous avez ici, j'ai pris le CPI, j'aurais pu prendre le PCE. Lorsqu'on calcule un taux d'inflation annuel, c'est un rapport entre ce qu'est l'inflation là, donc en décembre 2024, et c'est un taux de variation par rapport à ce qu'elle était en décembre 2023. Regardez, en octobre, novembre et décembre 2023, le CPI avait eu un taux de croissance mensuel négatif et avait donc baissé. Donc si la base de départ est en baisse, lorsque vous faites le delta, forcément, ça fait un taux d'inflation qui monte. Mais regardez, à partir de janvier 2024, février 2024, mars 2024, l'effet de base remonte. Donc mécaniquement, lorsque vous allez calculer le taux d'inflation, il va baisser mécaniquement, puisque la base de départ sera en hausse, et que là, l'inflation s'est mise en fait est flat en mensuel. Donc, alors, le problème, c'est que ce vendredi 31 janvier, c'est l'inflation de décembre 2024, et donc la base de départ, c'est décembre 2023, et elle était en baisse. C'est pourquoi, donc, attention, je ne m'attends pas à quelque chose d'incroyable, favorable ce vendredi 31 janvier, parce que ça concerne le mois de décembre. Mais ensuite, vous voyez que l'effet de base, rien que ça, nous dit que l'inflation va reprendre la direction du sud. Donc, je dirais que le minimum légal pour ce vendredi 31 janvier est de voir une stabilité dans l'inflation sous-jacente, core inflation, à 2,8%. Et maintenant, nous allons passer en revue tous mes indicateurs avancés qui me disent que l'inflation US la désinflation américaine va reprendre sur les mois de février et mars, sachant que les métriques du mois de février vont concerner le mois de janvier. J'ai voulu ici vous rappeler
les différentes composantes du CPI et du PCE, avec un focus notamment sur le poids de l'inflation immobilière. Et là, vous allez voir que j'ai énormément de choses, des bonnes nouvelles favorables de baisse de l'inflation immobilière, et ainsi que l'inflation de la santé, les prix dans la santé qui composent un poids important du PCE. Le PCE, vous savez, la différence entre le CPI et le PCE, c'est que le CPI, il est basé sur des enquêtes d'opinion. Le PCE, il est basé sur les données comptables des entreprises. Donc c'est concret, c'est pas du bullshit si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a aussi la place des services. Les services sont répartis là-dedans, mais grosso modo, les services, c'est 69% du PCE et 60% du CPI. Maintenant, je vais passer en revue tous mes indicateurs avancés pour chacune de ces composantes, et en particulier les grosses composantes santé, immobilier, mais aussi, bien sûr, dans l'inflation nominale, le prix de l'énergie et de l'alimentaire. Et vous allez voir que ça me permet d'être optimiste pour les chiffres de l'inflation du mois de février. Et donc, oui, la désinflation américaine devrait reprendre en février, selon plusieurs baromètres avancés. Donc, nous concentrons sur les deux mesures traditionnelles de l'inflation que regarde la Fed, l'inflation CPI et l'inflation PCE, sachant que la Fed regarde surtout le PCE parce que c'est basé sur des mesures concrètes, les données comptables des entreprises. Je vous refais ici la liste donc de tous mes indicateurs avancés de l'inflation que nous allons regarder ensemble, et j'ai créé un tableau qui va bientôt apparaître où je vous en fais la synthèse et ensuite je vais tout illustrer avec vous. Trueflation, Inflation Nowcasting de la Réserve fédérale de Cleveland. Ici vous avez deux indicateurs d'inflation pour l'immobilier en temps réel, le Zillow Observed Rent Index et le BLS, c'est le ministère du Travail aux États-Unis, New Tenant Rent Index. Ensuite, vous avez la composante inflation de l'ISM des services, le prix du pétrole, le prix des matières premières agricoles. Donc la base, c'est que déjà, la surchauffe de l'inflation à la fin de l'année 2024 était due à un effet de base. La surchauffe de l'inflation, c'est ça. Vous voyez, fin 2024, il y a eu une interruption de la désinflation, et fin 2024, il y a eu un petit rebond de l'inflation nominale et de l'inflation PCE. Tout ça pour ça. En fait, déjà, à la base, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. S'il y a eu une surchauffe fin 2024, c'est parce que le CPI était en baisse fin 2023. Et lorsque vous calculez donc le taux de variation, l'effet de base étant défavorable, puisque la base de départ est en baisse, mécaniquement, cela a fait remonter le taux d'inflation nominale. Donc déjà, première chose, l'effet de base devient au contraire, en janvier, février, mars, à nouveau favorable. Donc on va voir l'effet contraire, et mécaniquement, on aura de ce point de vue-là une baisse des taux d'inflation. Et vous allez voir que l'inflation temps réel le montre déjà. Je vais vous montrer un certain nombre d'outils d'inflation temps réel. Donc il va falloir se concentrer sur les principales composantes, l'immobilier, la santé, les services, bien sûr l'inflation nominale, le prix de l'énergie. Bon, avec notamment Donald Trump qui a décrété l'urgence nationale énergétique, on voit déjà des prix de l'énergie en baisse. Voici donc mon tableau avec ma sélection d'indicateurs avancés de l'inflation et leur diagnostic actuel. Et vous voyez que le vert est en train d'apparaître partout, pas partout, mais le vert est en train d'apparaître partout, ce qui me permet d'être optimiste donc, pour les chiffres de l'inflation américaine qui vont être publiés en février et en mars. Tout d'abord, Trueflation. Alors, Trueflation, qui est une mesure de l'inflation temps réel, qui est basée d'ailleurs sur la technologie blockchain, qui est la technologie du Bitcoin au passage. Trueflation reprend la direction du sud parce que justement l'effet de base devient favorable, et en particulier donc un effet de base très favorable pour la catégorie transport. C'est dans la catégorie transport que vous retrouvez le prix de l'énergie. Donc oui, Trueflation reprend la direction du sud. Après donc avoir atteint une sorte de haut de range, Trueflation reprend la direction du sud, et ça confirme ce que je vous disais pour l'effet de base, et en particulier donc dans l'inflation alors des transports pour le prix de l'énergie. Si vous regardez le prix du pétrole, donc on calcule un taux d'inflation en faisant un taux de variation mathématique entre la janvier-mars 2025 par rapport à la base de départ entre janvier, mars, avril, mai 2024. Et donc regardez, sur janvier jusqu'à avril, le prix du pétrole était en hausse. Donc si là le prix du pétrole se maintient dans ce range, mécaniquement vous allez avoir un taux d'inflation énergétique négatif. Donc ça c'est déjà une première chose. Ça c'est déjà une première chose
intéressante. Ensuite, si vous allez donc dans le détail de Trueflation, vous allez voir que beaucoup de composantes majeures reprennent la direction du sud, en particulier le taux d'inflation des frais de santé, et je vous ai montré juste avant que l'inflation des frais de santé représentait 20% du calcul du PCE, le PCE étant l'indice d'inflation favori de la Fed. Dans la catégorie transport, vous avez aussi l'inflation, le prix des nouveaux véhicules, le prix des nouvelles voitures, et on est revenu au monde d'avant avec une inflation autour de 2, 2,5, et là aussi, c'est en stabilisation, ça c'est un bon point. Ensuite, deuxième outil, l'outil Inflation Nowcasting de la Réserve fédérale de Cleveland. Et bien là aussi, nous avons les premières estimations pour l'inflation du mois de février. Attention, l'inflation publiée en février concernera janvier, et donc regardez pour le corps PCE et le PCE. Donc là, cette semaine, vous avez le 31 janvier, l'inflation de décembre. Il n'y a rien de particulier à attendre. Si on a une stabilisation déjà à 2,8, si ça se maintient à 2,8 sur le corps, c'est bien. Par contre, regardez, pour janvier étant publié en février, oui, ça reprend la direction du sud. Ça reprend la direction baissière. Et en grande partie grâce à l'effet de base. Et rappelez-vous, la Fed nous dit que sur l'année, on ne passe pas sous 2,5. Et d'après l'algorithme de la Fed de Cleveland, dès janvier, publié en février, on repasserait sous 2,5 en nominal. Donc ça, c'est intéressant. Et vous allez voir que ça va permettre à la Fed de réengager plus tôt que prévu la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. Ensuite, là où je suis vraiment très optimiste, c'est sur l'inflation immobilière. L'inflation immobilière qui compose l'essentiel du CPI et du PCE, surtout le CPI. Là aussi, les indicateurs temps réel sont très optimistes. Vous avez ici, dans les deux parties du tableau, l'inflation immobilière officielle qui est encore à 4,5-5. Et là, vous avez l'inflation temps réel qui est à 3,5 selon le Zillow Rent Index. Et pour les nouveaux loyers, c'est même négatif selon le New Tenant Rent Index. Et regardez, historiquement, l'inflation temps réel était égale à l'inflation officielle. Donc il y a du lag, mais nous savons que l'inflation officielle, l'inflation temps réel étant revenue à ce qu'elle était au monde d'avant, nous savons que l'inflation immobilière officielle va revenir à ce qu'elle était au monde d'avant, et donc autour de 3, nous sommes à 4,5, 5, donc il y a encore du downside sur l'inflation officielle immobilière. Et le taux d'inflation des nouveaux loyers est même négatif. Vraiment, il y a de quoi être très optimiste pour la poursuite de la baisse de l'inflation immobilière. Et l'immobilier, c'est une très grande partie, c'est la partie dominante du CPI surtout, mais aussi du PCE. Alors ensuite, bien sûr, vous avez l'inflation des services. Les services, c'est très important, surtout dans le PCE. Alors, la dynamique est pas mal du tout. Si vous prenez ici dans le CPI la dynamique de l'inflation des services qui est encore trop élevée, mais la direction est quand même baissière. Alors attention quand même, lorsque vous regardez la composante inflation de l'ISM des services, il y a eu un rebond ici sur décembre, mais encore une fois, bon, c'était décembre, nous verrons bien. Il faut quand même effectivement rester prudent pour l'inflation des services, mais voilà, moi je pense que la dynamique est quand même sérieusement à la baisse, et que nous allons cette année rejoindre ce qu'elle était dans le monde d'avant. Donc là aussi, je suis optimiste. Ensuite, vous avez, c'est important, l'inflation des nouvelles voitures qui, donc, comme je vous l'ai montré avec Trueflation, s'est stabilisée à 2,5. Et là aussi, c'est important, l'inflation des nouvelles voitures, alors qui est déjà d'ailleurs revenue au monde d'avant. Et on sait qu'il y a une corrélation entre l'inflation des nouvelles voitures et l'inflation du prix des assurances. Alors l'inflation des assurances, c'est encore énorme, c'est 10-15%, mais il faut plusieurs mois pour que petit à petit, l'inflation des assurances finisse par s'aligner sur l'inflation des nouvelles voitures, qui, elle, est revenue au monde d'avant. Donc là aussi, cela permet d'être optimiste. Là, je prends les catégories du CPI, mais c'est la même tendance avec le PCE. Alors, les frais de santé, je vous en ai parlé tout à l'heure, les frais de santé, eh bien là, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et l'inflation temps réel des frais de santé diminue et ça pèse 20% du PCE. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ensuite, vous avez donc pour l'inflation énergétique, alors la baisse du prix du pétrole, la baisse du prix
du gaz, l'urgence nationale énergétique. Sachez que la production de pétrole américaine est déjà sur son record historique, qu'elle devrait encore augmenter si vous prenez les datas, du rapport du dernier rapport mensuel de l'OPEP. La production de pétrole américaine devrait même atteindre en 2025 plus de 28 millions de barils jour, plus de 28 millions de barils jour. Ça, c'est quelque chose qui va continuer d'agir à la baisse, d'appuyer sur le prix d'énergie. Et donc ça va contribuer à la baisse de l'inflation nominale. Alors, je voulais donc effectivement, alors beaucoup me disent oui, la guerre commerciale, etc. Bon, attention, la guerre commerciale, ça concernera surtout l'industrie. Euh, il peut y avoir un risque inflationniste dans un premier temps, mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce soit dans le CPI ou dans le PCE, la part des services est dominante. Et dans la guerre commerciale, les services sont vraiment ceux qui... C'est la partie de l'économie qui va être le moins concernée. Donc il ne devrait pas y avoir une augmentation du prix de l'inflation des services en lien avec la guerre commerciale. Alors maintenant, bon, le meilleur baromètre de marché pour se projeter sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis reste l'analyse technique du taux obligataire américain à 2 ans. Et là aussi, j'ai des éléments qui sont positifs sur le taux obligataire américain à 2 ans. Ou si vous vous projetez sur un horizon de temps long, l'horizon de temps 2 ans, eh bien, on a ici une sorte de structure, alors qui pourrait être lu soit comme une sorte de rounding top, qui correspond d'ailleurs à la ligne de coup de ce qui fut ici un double top. Et alors, le taux de la Fed est actuellement ici, là où épaule, tête-épaule, quelque chose de cette nature. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, on est sur résistance. Moi, je ne serais pas surpris que petit à petit, au cours de l'année, on revienne d'ici la fin d'année dans cette zone. Et en tout cas, voilà, c'est une structure technique potentielle ici de reprise, de reprise de la baisse. Et ça peut effectivement confirmer ce que je vous dis sur mes indicateurs techniques, sur mes indicateurs avancés de l'inflation américaine. Et maintenant, comme chaque lundi dans l'émission Top Gun, nous allons terminer par un point d'analyse technique multi-horizon de temps sur le contrat futur S&P 500. Donc, pour le contrat futur S&P 500, je commence ici par la représentation graphique du contrat futur S&P 500 à l'aide des bougies japonaises mensuelles, ici les bougies japonaises hebdomadaires, et ici les bougies japonaises journalières. Vous connaissez mon décompte, nous sommes dans une grande vague 5. Alors tout d'abord, moi j'estime que le cycle haussier va se terminer effectivement en 2025, mais dans la seconde partie de 2025, lorsque nous aurons sur l'horizon de temps mensuel une divergence. Nous sommes en zone de surachat, mais il n'y a pas encore de divergence. J'estime qu'elle viendra en seconde partie d'année 2025. En données hebdomadaires, nous sommes toujours dans la construction de cette vague 5. La vague 5 que je vois culminer en 2025 à 6500 points, avec une extension de Fibonacci de 0,618 du bas de la vague 1 au top de la vague 3 au bas de la vague 4. Une divergence a été épurée là en ce début de mois. Le RSI reprend soutien au-dessus de la zone de neutralité des 50. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant donc en données hebdomadaires. Et donc, nous sommes dans la construction de cette vague 5. Et moi, je vous avais proposé, depuis 2 semaines, le fait que nous étions ici dans la sous-vague 4 de la grande 5. Et effectivement, la sous-vague 4 de la grande 5 a retracé donc 38,2-50% ici de la vague 3. Il y a une prise d'appui intéressante qui a été faite sur le Kumo du système Ishimoku, où on peut voir ici que marginalement, on était passé sous le nuage, mais que finalement, la lagging span, elle, non. Exactement, en fait, comme cette situation-là, où on était passé sous le nuage, la lagging span, non, et c'est reparti. Et donc, moi, je vous dis que tant qu'on est au-dessus des 6000 points, tant que le S&P 500 est au-dessus des 6000 points, tant que le S&P 500 se maintient ici au-dessus du nuage journalier du système Ishimoku, je pense que cette vague 4 est terminée. Alors, il y aurait la possibilité d'avoir une 4 peut-être plus longue, une sorte de structure en A, B, C et faire un regular flat. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le scénario principal tant que le S&P 500 se maintient ici au-dessus des 6000 points. Ça peut faire ici peut-être une phase de trading range, latéralisée entre 6000 et 6150 points, avant plus tard de redémarrer en février. Voilà, chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Merci encore une fois
pour vos likes, votre confiance, votre temps, et je vous souhaite une excellente semaine.